Bonjour à toutes et à tous. Il est maintenant 11 heures, donc on recommence les présentations. Merci d'être présent à cette deuxième présentation de ce matin qui s'intitule Un projet sur l'adaptation au changement climatique dans la MRC de Memphremagog, un retour sur une stratégie d'appropriation permettant une meilleure gouvernance. Les présentateurs et responsables de ce projet sont Isabelle Thomas de l'Université de Montréal et Alain Letourneau de l'Université de Sherbrooke. Donc, Isabelle est professeure titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Ses réalisations s'arriment à la recherche centrée sur l'urbanisme durable, sur la planification pour construire des communautés résilientes face aux risques naturels et anthropiques. Elle a mis en place l'équipe de recherche à réaction, adaptation, résilience, innovation, action en 2020. Alain, pour sa part, est professeur titulaire au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il a d'abord mené des recherches en éthique du dialogue et de la communication et en éthique appliquée en général. Il s'est ensuite consacré aux questions de gouvernance environnementale en débutant par des questions de gouvernance de l'eau. Il est membre de plusieurs réseaux de recherche, dont le Centro, le Risque et le Centre Sève. Madame, monsieur, à vous la parole. Merci. Alors, bonjour tout le monde. On est content, Isabelle et moi, de vous présenter les résultats de ce travail de recherche qu'on a mené pendant... en fait, le projet a été financé pendant 3 ans, de 2017 à 2020, mais on a pris du temps pour le préparer et on a eu du travail en 2021 aussi. Donc, c'est un travail qui s'échelonne quand même sur 5 ans. Et on est très fiers de ce qu'on a fait et on est content de vous partager tout ceci. Ce que vous voyez affiché dans la diapositive d'introduction, c'est le titre officiel du projet. Donc, stratégie durable d'adaptation au changement climatique à l'échelle d'une MRC, quel processus de gouvernance, quelle démarche résiliente. Alors, Isabelle et moi, on va alterner dans la prise de parole ici. Je commence, mais ensuite, je vais céder la parole à Isabelle et on va se promener comme ça de l'un à l'autre. Alors, vous pouvez voir une photo du paysage de la MRC, qui est quand même un territoire tout à fait splendide, qui vaut la peine de connaître et de préserver dans la mesure du possible. Alors, voici ce qu'on vous propose pour aujourd'hui, un certain nombre de points. Et on pourra y aller pas à pas. Je pense que je n'ai pas besoin de tout répéter ce qu'il y a ici. Pour ce qui est du point 1, c'est moi qui vais le faire brièvement ici pour les gens qui ne seraient pas au courant. Bon, la MRC de Memphremagog, c'est un territoire, en fait, c'est une unité administrative, la MRC dans le cadre québécois. Cette MRC particulière, elle fait partie de la région administrative de l'Estrie. Elle est à l'ouest de cette région. Elle a une frontière d'une 50aine de kilomètres avec les États-Unis. Elle comprend 17 municipalités. Ce n'est pas une population énorme, pas du tout, puisqu'on oscille entre 50 et 60 000 habitants. Il y a des villes comme Magog, comme North Atlee, comme Ayerscliff. Mais il y a aussi des parcs nationaux comme le parc du Mont-Offord. D'ailleurs, il y a un certain nombre de montagnes qui font partie de la chaîne des Appalachiennes. Il y a Hozed qui est là aussi. Donc, c'est un territoire qui est à la fois qui est partagé entre des régions forestières, des régions agricoles. De grands lacs importants s'y trouvent aussi, comme le Memphremagog, le lac Massawippi et d'autres lacs dans la région. Beaucoup de villégiature également dans ce territoire, mais aussi une composante agricole très importante. Donc voilà. Pour ce qui est du reste, je vais passer la parole à Isabelle. Merci beaucoup pour cette introduction, Alain. Donc, en effet, on a vraiment la chance là d'avoir pu travailler sur un territoire qui met vraiment en valeur ses paysages, son cadre bâti, son cadre paysager, et puis aussi qui a eu la volonté de vouloir
participer, la MRC de Memphremagog, aussi grâce à Oranos qui a voulu réfléchir finalement à mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique, et donc un défi qui s'est traduit par un certain nombre de succès. Alors je vous rappelle, on le sait, hein, le cadre de la recherche. Bon, on a eu des inondations au Québec en 2017, en 2019. Il y a eu des inondations à d'autres époques dans cette région, que ce soit à Magog ou à North Satellite. Donc, ça fait partie des problématiques forcément et des enjeux sur le territoire. Il y a d'autres problématiques par rapport au changement climatique, hein, que ce soit les espèces invasives, que ce soit les enjeux de sécheresse. Donc, on a quand même différents types d'aléas sur lesquels on a pu réfléchir avec des solutions justement, multi-outils pour répondre à différentes problématiques. Donc aussi cette nécessité d'apporter une approche proactive et résiliente, donc vraiment réfléchir à la vulnérabilité et puis de voir quels sont les enjeux de ce territoire qui est quand même assez vaste, donc on va avoir aussi des particularités territoriales et d'apporter des stratégies qui parfois sont transversales et parfois sont plus adaptées finalement aux enjeux locaux. On se place aussi dans le nouveau paradigme de gestion d'aménagement territorial en faveur de l'élaboration de plans et de procédés d'adaptation mieux planifiés et concertés. Donc c'est là que le duo Alain Le Tourneau, Isabelle Thomas a été mis en œuvre, parce que c'est non seulement travailler sur la réflexion sur la vulnérabilité, sur les stratégies de résilience, mais aussi comment est-ce qu'on fait une co-construction dans un contexte qui peut être parfois assez complexe. Depuis 2019, très important, on a une révision du schéma d'aménagement de la MRC, de Memphremagog, et ce qui est très intéressant, c'est justement de voir comment, chemin faisant, petit à petit, ce qu'on a développé se percole et se retrouve dans le schéma d'aménagement, entre autres. Alors, quelques éléments sur le projet de recherche. Donc, initiation d'une démarche d'adaptation au changement climatique à l'échelle de la MRC. Puis, c'est la première démarche qui s'est faite à cette échelle au Québec. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. C'est un projet de recherche-action dont l'approche adoptée est vraiment la co-construction. Donc, vous allez voir, on a mis en place des formes spécifiques de co-construction, et même chemin faisant, pendant le projet, on a développé des nouveaux outils pour s'assurer d'aller vraiment avoir la parole de l'ensemble des parties prenantes intéressées et impliquées. Donc, un processus itératif, participatif, pour recueillir le savoir pratique détenu par les acteurs de la MRC et les citoyens. Parce que c'est toujours important, nous, on a quand même le savoir scientifique pour pouvoir faire nos diagnostics, par exemple, mais ces diagnostics doivent aussi être confrontés avec la réalité des territoires, et ça nous permet d'adapter finalement tant nos connaissances que ensuite les stratégies qu'on préconise. Et ça permet aussi une certaine acceptabilité sociale et politique dont on a toujours besoin. Alors, 2 universités, plusieurs expertises. Donc, l'Université de Montréal avec une expertise plus en aménagement du territoire, urbanisme, analyse de vulnérabilité, stratégie résiliente. Et puis, l'Université de Sherbrooke avec une très forte expertise en gouvernance, philosophie pratique, environnement, etc. Et ce qui a été formidable dans ce projet, puis vous allez le voir parce qu'on les met en valeur petit à petit, c'est vraiment l'implication, l'intégration de la relève. On a la chance d'être 2 professeurs avec des équipes qui travaillent avec nous, et donc c'est grâce aussi à cette équipe multidisciplinaire qu'on a pu arriver à ce résultat. Donc vous voyez la chronologie du projet. Comme disait Alain, on a aussi pris du temps avant et puis on prend du temps après, mais vraiment le début du projet en 2017. Comme on a commencé avec l'étape sectorielle, Alain vous en parlera plus tout à l'heure, la table régionale, la première table régionale en 2018 qui nous a permis vraiment d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, les cafés climat qui sont un des exercices qu'on a rajouté pour aller chercher la parole citoyenne, la deuxième table régionale avec des exercices différents, une implication vraiment intéressante avec justement des ateliers qui ont encore permis d'avoir la parole des parties prenantes. Ensuite, forcément, la consultation avec la MRC. Et puis, on a aussi beaucoup réfléchi au cours du projet à la façon de donner l'information, donc recommandations sous forme de fiches, pas seulement un rapport important, dont vous avez d'ailleurs accès sur le site, entre autres, d'Ouranos, donc la remise du rapport, et puis la diffusion et le partage d'expériences.
Alors, je laisse ah ben non, c'est encore moi. Donc, le portrait du territoire, rapidement, parce que Alain, on a déjà parlé au début. Bon, ce qui est très important ici, quand on travaille à l'échelle d'une MRC, c'est bien de voir qu'on a des typologies, qu'on a des caractéristiques différentes, hein. Donc là, ce qu'on a voulu faire, je vous montre que quelques cartes qui ont été faites d'ailleurs par mon étudiant qui est maintenant professionnel au MSP, Jonathan Hume. Et donc, vous pouvez voir ici la densité de bâtiments et les zones à risque d'inondation et d'érosion, donc multirisques, avec en particulier la ville de Memphremagog qui a un certain nombre d'enjeux de, par exemple, zones inondables. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permet de comprendre sur le territoire quels sont les enjeux et d'apporter des solutions qui vont être adaptées à ces enjeux. Aussi, donc là, c'est plutôt la vulnérabilité sociale que je vous ai montrée. Et là aussi, on a aussi une mise en contexte là, plutôt territoriale avec les infrastructures d'eau, d'électricité, aussi à proximité des zones inondables. Donc, forcément, ça pose des questions vis-à-vis de l'adaptation de ces territoires possiblement au changement climatique. Ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on est allé travailler sur les outils réglementaires. Donc, vous voyez ici, c'est un autre étudiant, Guillaume Turenne, qui a travaillé avec moi sur des indicateurs de résilience, donc qui ont été repris dans la littérature. Et puis, on a été chercher dans les différents outils qui étaient à ce moment-là en place, finalement, quels étaient les enjeux vis-à-vis de la résilience. Et par exemple, vous voyez pour le schéma d'aménagement, on voyait que la planification adaptative et la gouvernance participative étaient une faiblesse. Et vraiment, une des forces de ce projet, ça a été d'améliorer cette performance, cet indicateur. On a eu aussi un travail d'analyse des plans d'adaptation déjà effectués, parce que vous savez qu'il y a quand même des plans d'adaptation qui ont été effectués au niveau du Québec, et ça c'est encore un autre étudiant, Noé Bunsley, qui lui est allé réfléchir, travailler, analyser sur les plans d'adaptation effectués, que ce soit Trois-Rivières, Laval, Montréal, Sherbrooke, pour en voir les processus, les enjeux, les opportunités. Et donc, vous voyez, puisque là, on est en train de travailler sur une stratégie d'adaptation, c'était important d'avoir ce retour sur des expériences déjà connues. Et donc, on voit des enjeux transversaux en exigeant, par exemple, une action sur le long terme, une difficulté d'évaluer les résultats immédiats, l'hétérogénéité aussi des réalités régionales et locales, cette fameuse incertitude face au futur. Donc ça a été vraiment un des travaux qu'on a beaucoup exploité avec Nathalie Blou en particulier. Oui, l'incertitude vis-à-vis des changements climatiques, il faut vraiment l'intégrer. Et puis on a aussi des opportunités grâce à ces stratégies d'adaptation, transcender les silos et valider les ressources existantes, développer des outils et des approches plus souples. Là, on sait que la souplesse est fondamentale. Viser une planification intégrée dépassant les frontières municipales. Donc là, on le fait puisqu'on travaille à l'échelle d'une MRC, et puis quand même une MRC qui s'intègre dans un bassin versant, et accepter cette incertitude et finalement la prendre comme opportunité de dépasser et de l'intégrer dans le temps. Alors, je laisse maintenant la parole à Alain pour continuer sur la méthodologie. Bon, alors, comme le disait Isabelle il y a 2 instants, il y a un ensemble d'outils méthodologiques qui ont été mobilisés à l'intérieur de tout ce projet de recherche, tantôt avec certaines expertises dans l'équipe d'Isabelle, tantôt avec des expertises de mon côté. Donc, analyse du contexte québécois d'adaptation, bien sûr, c'était de voir ce qui avait été fait. Isabelle en a parlé tout à l'heure. Les analyses de vulnérabilité là-dessus, l'expertise de l'équipe d'Isabelle était considérable et importante. En fait, peut-être pour les fins de la discussion, il faut rappeler que Isabelle, Thomas et Nathalie Blou avaient travaillé ensemble sur un modèle d'analyse de vulnérabilité dans un projet antérieur qui a été repris et modifié à l'intérieur de notre projet pour servir d'outil de travail. Et évidemment, le grand intérêt de ce genre de carte, comme on a vu tout à l'heure, c'est que ça permet de mettre sur table auprès des participants un outil très concret, très visuel, sur lequel on peut ensuite aller chercher des commentaires, avoir de la rétroaction. Ça a été très précieux, en fait, pour visualiser, pour s'apercevoir qu'est-ce que c'est le territoire de la MRC, puis être capable de nous donner de la rétroaction pertinente sur un paquet de points qui, des fois, ne ressortent pas nécessairement quand on arrive au niveau des données quantitatives qui sont disponibles en statistique un peu partout.
Analyse des outils réglementaires, bien sûr, pour voir, en fait, parce que les processus de gouvernance, on comprend que ça ne se limite pas à l'utilisation d'outils réglementaires, mais les outils réglementaires en font bien sûr partie. C'est des instruments qui sont à la disponibilité, à la disposition, si vous voulez, des MRC et des municipalités pour s'aider, pour réguler l'action, dans le fond, des partenaires. Donc, il faut regarder quels sont ces outils et quels sont les éléments qui sont perfectibles à l'intérieur de ça. Pour ce qui est de la mise en place du processus, effectivement, ça a été là-dessus, on a travaillé vraiment étroitement avec la MRC pour se mettre d'accord sur quels sont les acteurs clés qu'on a besoin de mobiliser à l'intérieur du processus de réflexion. On ne voulait pas, nous autres, arriver simplement avec... On n'est pas des consultants, ni Isabelle, ni moi, donc le but, ce n'était pas d'arriver avec un rapport qu'on va donner et puis après, ça finit là. C'était plutôt de faire un travail avec les gens du milieu, de mettre en place un processus de réflexion auquel les gens puissent participer, à partir duquel on puisse nous-mêmes s'instruire d'une manière plus claire de la réalité du territoire. Donc, bien sûr, nous, on apportait des savoirs théoriques, bien sûr que ça faisait partie du travail, donc par le biais d'une revue littérature, par le biais de la recension des documents qui étaient disponibles, les différents plans d'adaptation dont on a parlé tout à l'heure, mais en même temps, de faire travailler les gens sur la base de tout ceci et d'être capable aussi de reconnaître leur travail à l'intérieur de ça. Et la stratégie sur laquelle on s'est entendu avec la MRC, on s'est dit, ben, il y a des secteurs stratégiques, on va les réunir, on va inviter ces gens-là à venir discuter avec nous. Bien sûr, on préparait le travail d'emblée, on arrivait avec des outils, on arrivait avec des cartes, des éléments concrets, mais toujours pour aller chercher le savoir des gens et pour être capable aussi de rétroagir par rapport à ces interactions-là. Et donc, mise sur place de tables sectorielles dans 6 secteurs, on va revenir en détail après, et ensuite des tables régionales pour tout mettre ça ensemble. Et finalement, une 3e couche qui s'est ajoutée en cours de route, d'ailleurs, sous les recommandations de notre comité de suivi, qui fait partie de la structure qui était mise à notre disposition par Ouranos. Et donc là, on pourra en reparler plus en détail dans la diapo suivante de tout ce cadre-là. Alors, la démarche participative, effectivement, on a construit avec la réflexion de la MRC, on s'est posé la question, quels sont les secteurs stratégiques à l'intérieur de cette MRC? Parce qu'évidemment, si on est ailleurs, sur le territoire québécois, la réflexion aurait pu donner d'autres résultats. Donc, dans cette MRC particulière, ce qui est ressorti de la discussion avec les gens de l'instance, c'est que c'était le secteur du tourisme, le secteur municipal, donc la gestion municipale, bien sûr, voirie, travail sur les routes et tout ça, planification urbaine, la sécurité publique, bien évidemment, puisqu'il y a des enjeux d'inondation, de feux de forêt et tout le reste qui peuvent se produire et qui se produisent régulièrement, le secteur agricole, compte tenu de son importance sur le territoire, et finalement, la santé et les services sociaux, puisque c'est quand même une région où c'est important. Il y a des personnes âgées aussi, il y a des CHSLD, il y a tout ça. C'est des choses à considérer. Avec tous ces secteurs, donc réunion de tables sectorielles, pour commencer par l'identification des perceptions climatiques. C'est-à-dire que la stratégie, c'était de dire, on va partir de la perception qu'ont les gens pour les établir comme sujet de connaissance dans un processus. C'est-à-dire que les gens sur le terrain sont en mesure, dès aujourd'hui, de voir les changements climatiques et de nous identifier en quoi ces changements climatiques se produisent. Donc, dans les 5 secteurs, concernant leur secteur, les gens sont en mesure d'identifier ces processus de changement climatique dont on parle. Pour nous, c'était très important parce que c'est d'asseoir une base commune, expérientielle et cognitive en même temps, avec nos partenaires pour qu'on parle le même langage. Et ensuite, aller plus loin, aller chercher les enjeux sectoriels. Donc, vous autres, dans votre domaine, en tant qu'acteurs du tourisme, qu'est-ce que vous voyez comme priorité, sur quoi il faudrait travailler, qu'on devrait s'adapter, modifier nos pratiques pour être capable de faire face à la musique? Alors, évidemment, ça demandait aussi de leur expliquer
qu'est-ce qui en est des changements climatiques attendus. Donc, c'est là qu'on se servait des projections d'Ouranos, notamment pour être capable de voir quelles sont les variations attendues à l'horizon 2050 d'une part, à l'horizon 2070 d'autre part, aussi bien pour la chaleur que pour la question de la pluviométrie, parce que tout ça, bien sûr, a des conséquences. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler ici ce qui est prévu à cet effet, plus de précipitations, mais moins de neige. Enfin, bon, vous irez voir les documents pointus d'Ouranos à ce sujet. Et finalement, favoriser un partage d'expérience pour aussi lever un peu le tabou sur cette question des changements climatiques, comme si on ne pouvait pas faire face à cette réalité-là et en discuter, et être capable de se parler et d'échanger nos compréhensions des choses. Donc, une fois ceci étant fait, on a fait une table régionale d'adaptation au changement climatique qui est un espace d'échange plus large pour qu'on puisse voir, OK, il se passe ça dans le secteur de la santé, qu'est-ce qui se passe en même temps dans le secteur du tourisme, qu'est-ce qui se passe en même temps en sécurité civile, et comment, donc, cette identification des enjeux sectoriels qui a déjà été faite peut se recouper avec d'autres identifications dans d'autres secteurs pour voir, faire les liens entre tout ça. Donc, pour aller plus loin peut-être et identifier des vulnérabilités fortes sur le territoire et commencer une réflexion quand même, au-delà de simplement analyser les vulnérabilités, commencer à mettre sur table la discussion de solutions d'adaptation. Donc, commencer d'arriver avec des mesures qu'on peut prendre, qu'on peut choisir pour rendre le territoire plus résilient et l'habitation du territoire plus effective, si on peut dire. Ici, on voit des photos, le genre de rencontres qu'on avait autour des tables avec les papiers et tout ça. Donc, présentation de Jonathan ici sur une diapo, etc. D'autres personnes qui sont venues dans les différentes tables sectorielles. Alors, l'histoire des cafés climat, ben, ça s'est présenté de la façon suivante, c'est qu'on s'est dit deux choses. Premièrement, donc en convoquant donc, les acteurs, bien sûr, de l'industrie touristique, du secteur de la santé et tout ça, bien sûr, on allait chercher des acteurs du milieu qui sont déjà des partenaires à bien des égards de la MRC comme entité politique. Mais on s'est dit, ça serait intéressant quand même d'un point de vue de philosophie politique citoyenne, si je peux me permettre, d'aller chercher aussi l'avis des citoyens et l'avis des groupes organisés, peut-être un peu plus militants ou impliqués sur le territoire, qui sont pas nécessairement, qui se rallient pas nécessairement sous la catégorie de tourisme ou santé ou donc sous ces appellations. D'un. Et de deux, évidemment, quand on parle du secteur agricole sur un territoire comme la MRC, c'est très vaste. Hein? Il y a de l'agricole, bon, un peu partout sur le territoire. Je ne vais pas commencer à vous préciser ça, là. Mais ça ne correspond pas à des espaces territoriaux restreints. Donc, même chose pour le tourisme. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, si on va aller chercher des informations plus pointues sur du plus local, et si on va aller chercher l'opinion citoyenne, on va créer une nouvelle instance qui s'appelle les cafés climat. Et on a donc fait des invitations, mais là, à ce moment-ci, au titre de nous en tant qu'équipe de recherche et non plus au titre de la MRC, parce que les premières invitations, c'était la MRC qui les faisait. On dit très bien, mais si on veut aller chercher un peu le point de vue militant ou le point de vue des groupes environnementalistes, on veut un petit peu se détacher symboliquement de ça, de la MRC, et aller chercher directement l'apport des groupes. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur ces 5 municipalités. Alors, le canton de Potton, évidemment, est une petite municipalité, mais c'est quand même une entité municipale. Saint-Étienne de Bolton, North Athlée, Orford et Magog. Hein. Donc, on a eu là, par exemple, Orford Vert, qui est un mouvement très engagé au point de vue environnemental, qui était présent à notre café. On a eu des gens à Saint-Étienne qui étaient impliqués dans les comités de lac, des gens qui sont dans les espaces riverains, mais aussi des gens de corridors appalachiens qui s'intéressent à la circulation des espèces sur le territoire, donc favoriser le passage des cerfs et des autres animaux là, compte tenu des autoroutes et tout le reste. Donc, des choses comme ça, c'était bien intéressant parce que ça nous donnait des éléments pointus au niveau local. Donc, ensuite, on refait encore une table régionale pour aller rapporter tout ça. Donc, c'est comme si on recueille des informations, on construit des informations et on va un peu plus loin. Donc, troisième et dernière grande série de choses, ça a été la table régionale d'adaptation numéro 2. En 2 volets, le matin, on réunissait à nouveau les secteurs, les différents secteurs qu'on a mentionnés pour
faire le point donc, une année plus tard, où est-ce qu'on en est dans la discussion à ce sujet. Et en après-midi, donc là, aller plus loin sur un ensemble de recommandations concrètes qu'on voulait soumettre à la discussion des gens pour dire, bon, voici un ensemble de recommandations et tac, 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 des fois on avait 15 recommandations et tout ça. Bon, mais quelles sont les priorités? C'est bien beau de... Parce que, bon, si on veut faire quelque chose dans la vie, vous savez, on peut essayer de faire 22 choses en même temps, ça ne marche pas. Donc, il faut prioriser. Alors, priorisation, pour être capable aussi de dire après aux décideurs, ben voici ce qui ressort comme mesure prioritaire selon l'avis des gens qui sont venus. Évidemment, après, ça reste une décision qui appartient à la MRC que de dire, effectivement, on va passer à l'action sur ce point-là. Et puis Mais, aussi, oui, oui. vas-y, Isabelle. Oui, puis juste un élément très intéressant pour cette étape qui justement montre que à ce moment-là, les personnes qu'on a choisies dans les différentes tables étaient soit des citoyens, soit venaient de différents types de secteurs. Donc là, ils pensaient vraiment à l'échelle de la MRC, à la stratégie d'adaptation pour la MRC et non pas pour leur propre secteur ou pour leur propre territoire. Donc là, c'était vraiment intéressant avec cet exercice-là de se retrouver finalement face à une volonté commune et collective d'arriver avec des stratégies qui soient pour l'ensemble de ce territoire. Tout à fait. Et donc, mais pour compléter, c'est que le matin, donc dans les tables sectorielles, c'est encore cette question de la priorisation des mesures, mais spécifiquement dans les secteurs, tandis que l'après-midi, c'est priorisation des mesures, mais comme l'a dit Isabelle, pour l'ensemble de la MRC, qui permettait de descendre un peu sur le côté pratique des choses aussi. Après ça, les résultats, je crois que c'est à nouveau Isabelle qui va prendre. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Les résultats, Alain en a parlé tout à l'heure. Donc, l'analyse de vulnérabilité, il est en effet complètement fondamental et nécessaire d'avoir des diagnostics de vulnérabilité pour aller vers une stratégie d'adaptation et de résilience. Donc, moi, j'avais eu la chance de travailler avec Nathalie Blot en 2012, justement pour créer une méthode d'analyse de la vulnérabilité tant sociale que territoriale. On a aussi réfléchi à l'accessibilité. Donc, on avait déjà beaucoup de savoir pour pouvoir le faire, mais cette fois à l'échelle, cette cartographie, à l'échelle de la MRC. Puis, on a aussi travaillé sur certaines villes, comme la ville de Magog, par exemple. Et donc, vous pouvez voir ici certains résultats. Je vous ai pas mis toutes les cartes, mais ici, avec la vulnérabilité totale, et puis ça permet de voir que certains secteurs sont plus vulnérables que d'autres. Et donc, ensuite, on retourne dans nos données pour comprendre pourquoi, quelles sont les caractéristiques et quelles sont finalement les stratégies qu'on va pouvoir apporter. Et ce qui est très important, c'est ce que disait Alain tout à l'heure aussi, c'est que comme on est allé présenter certaines de ces données, certaines de ces cartes aux municipalités, comme par exemple à la ville de Magog, ils ont pu aussi nous dire, non, mais ici, c'est très vulnérable, mais pourquoi? Finalement, il y a eu un aménagement du territoire, ça a changé. Donc, c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a des cartes parfois qui sont basées sur des statistiques, mais le territoire change. Et donc, c'est important d'avoir le savoir local pour vraiment pouvoir avoir des diagnostics qui soient actualisés. Donc, dans cette analyse de vulnérabilité, on peut montrer certains constats généraux. Donc, par exemple, le centre de la ville de Magog, la portion sud de Potton, canton de Potton-Stansted, sont très vulnérables au risque de sinistre. Bon, donc ça, c'est une information importante parce qu'on peut apporter ensuite, réfléchir à des stratégies. À l'ouest du lac Magog, on a aussi un territoire fortement vulnérable. Donc ça, c'est pour d'autres raisons. Au nord de la MRC, plus précisément dans le canton d'Oxford, on a une meilleure position face au risque. Et puis à l'ouest d'Ogden, des fortes vulnérabilités totales. Donc là, ça permet quand même d'avoir une typologie de ces différents types de vulnérabilité et ensuite de pouvoir apporter des mesures d'adaptation, des stratégies d'adaptation qui soient adaptées aux enjeux. Donc, je laisse Alain continuer sur les résultats pour la gouvernance. C'est ça. Donc, pourquoi parler de gouvernance ici? Donc, il y a un large débat là-dessus. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet trop longtemps. Mais pour nous, la gouvernance, et moi, j'ai quand même publié quelques papiers là-dessus avec les années, c'est pas de tout bazarder, si vous voulez, c'est plutôt d'avoir une conception politique où on dit les questions de décision qui intéressent le public. Donc, bien sûr, il y a des instances qui sont mandatées pour le faire, qui ont des autorités pour le faire, comme l'MRC, par exemple.
Mais en même temps, les décisions qui affectent le territoire ne se prennent pas juste au niveau d'une MRC, mais se prennent avec d'autres acteurs, notamment bien sûr les municipalités, sans oublier les ordres supérieurs de gouvernement qui jouent leur rôle. Mais il y a aussi un paquet d'acteurs sur le terrain qui prennent des décisions et qui vont affecter le territoire et sa gestion. Donc, c'est pour ça qu'on dit que non seulement la gouvernance, c'est la manière de prendre des décisions, on pourrait dire en réseau, mais il faut aussi avoir, selon nous, enfin, la perspective d'élargir la participation citoyenne. À quoi? À un processus d'adaptation au changement climatique. Pourquoi? Parce qu'en bout de piste, l'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons, c'est qu'un jour, les décideurs auront des prises de décision à prendre et il serait préférable pour eux et elles de pouvoir le faire sur le fond d'une bonne acceptabilité sociale. Donc, si on n'a jamais mis la question en discussion de savoir quelles sont les mesures d'adaptation qu'il faut prendre et qu'est-ce que c'est, pourquoi, premièrement, on se pose la question, compte tenu des changements climatiques, pourquoi on se pose la question de l'adaptation? Bien, c'est parce qu'il va y avoir des transformations de notre rapport à l'environnement bâti, à l'environnement physique, etc. Donc, on veut que ce travail-là soit un travail collectif dans la mesure du possible. Donc, il soit partagé dans la mesure du possible par les citoyens, mais aussi par les travailleurs de la MRC qui ont une expertise propre qu'il faut être capable d'aller chercher. Les travailleurs de la MRC, mais les autres travailleurs, comme par exemple dans le milieu de la santé, donc sur l'enjeu, ne serait-ce que l'enjeu des zoonoses, hein, on sait que, bon, enfin, jusqu'à preuve du contraire, la COVID, ça reste une zoonose. Moi, je n'ai pas encore vu les preuves d'une autre hypothèse que ça, mais oublions la COVID. La maladie de Lyme dans le territoire de la MRC, c'est une zoonose. Donc, l'expertise des gens du milieu médical à cet effet-là est indispensable pour être capable de comprendre et capable de prendre les décisions requises pour protéger les citoyens. À cet effet-là, il peut y avoir d'autres zoonoses qui se développent aussi dans le futur et d'autres éléments qui viennent perturber l'environnement. Donc, tout ça pour en venir à dire, puis c'est la même chose pour la question des inondations. Évidemment, cette question des inondations, on peut la prendre d'une manière épisodique, mais aussi on peut la prendre d'une manière planifiée, un peu plus sur le moyen long terme. Et à ce moment-là, ça demande d'y réfléchir plus avant et d'impliquer les citoyens dans le processus. On parle d'une co-construction dans notre processus. Pourquoi? Il y a plusieurs niveaux. Premièrement, on pourrait détailler, il y a plusieurs niveaux de co-construction. Il y a une co-construction sur les modalités concrètes de l'action. Donc, c'est pas nous dans un aparté, juste Isabelle et moi qui avons décidé qu'on était pour réunir ces gens-là. On en a discuté avec les partenaires concernés, en l'occurrence la MRC. Donc, sur les modalités concrètes, mais cette co-construction, elle se produit aussi, à un moment donné, ça a des effets sur la connaissance même qu'on produit. Par exemple, nos analyses de vulnérabilité, on les a faites, on a demandé à des gens de travailler là-dessus, ils nous sont arrivés avec des résultats. En prenant des données quantitatives, on les a mis sur table, on a discuté avec les acteurs, et les acteurs sont en mesure de nous pointer des éléments sur lesquels, on pose des questions. Bon, donc là, nous, on est reparti avec ça, on a continué notre réflexion. Donc, et là, on en est venu en disant il faut nécessairement aller chercher davantage cette impulsion, ces contributions du milieu. Bien, on va créer un site web pour permettre plus de discussions avec les acteurs. Pour des raisons pratiques, finalement, c'est en 4e année que ce site on a réussi à le monter. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais le but de tout ça, c'était d'avoir une collectivité plus outillée et donc, par le fait même, plus résilient et plus en mesure de faire face aux conséquences des changements climatiques. Alors, la prochaine diapo, ça vous montre, donc il y a eu une première version du cadre de gouvernance, mais après, on l'a modifié. Ça a donné ceci dans le contexte du projet, notre cadre de gouvernance, donc comme on l'a dit tantôt, nos 5 tables sectorielles avec les différents partenaires, et la table régionale d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est nos 2 structures principales. On avait d'un côté, bien sûr, le Conseil des maires, 2 comités à l'intérieur de la MRC qui sont très importants et avec lesquels on était en dialogue constant, le comité en développement durable et le comité d'aménagement. Et donc, avec le comité de supervision d'Ouranos pour nous aviser de temps à autre puis faire la rétroaction avec nous. Et comme je vous disais aussi, c'est finalement, suite à une discussion avec eux, qu'on en est venu à cette décision de construire les cafés climat pour répondre à certains besoins, et on a mentionné les cafés ici.
Donc, maintenant, ceci étant dit, c'est sûr qu'au niveau de quelle est la recommandation de gouvernance qu'on fait maintenant à la MRC, on ne peut pas demander à la MRC de refaire à tout instant ce que nous, on a fait au niveau des tables sectorielles, tables régionales et tout ça. Ce serait trop fastidieux. Donc, il nous faut quelque chose qui est souple, qui est léger, puis qui peut être pérenne, qui peut avoir une durée dans le temps. Et donc, cette petite structure qu'on recommande de créer, quel sera son but? Ben, elle commencera par réfléchir, se poser des questions de manière constante sur quelles sont les conditions qui favorisent une mise en commun des ressources, tenant compte des spécificités municipales ou sectorielles. Je donne un exemple. Ce n'est pas toutes les municipalités qui ont nécessairement un service d'incendie tout à fait adéquat. Peut-être que dans certains cas, il y a des collaborations qui existent déjà, qu'il faut renforcer. Je donne cet exemple, mais il y a d'autres exemples sur lesquels on pourrait s'arrêter pour favoriser la mise en commun des ressources, mise à jour des plans de sécurité, tout ça, dans ce genre d'enjeux. C'est aux acteurs eux-mêmes à se coordonner sur ces questions-là. Et puis ensuite, bon, la fameuse question qui va retomber sur les épaules, qui retombe sur les épaules de la MRC. Nous, on fournit un paquet de documents, de rapports de recherche, mémoire des uns des autres, articles et tout ça, cartes. Mais après ça, les décisions, ça revient à la MRC. Donc, il va falloir qu'elle se pose la question, quelles sont les actions qui sont prioritaires, à notre avis, pour favoriser l'adaptation et en raison de quelle finalité. Puis, après, comment financer l'adaptation? Alors, il y a un paquet de programmes de disponibles. Dans le cadre de la recherche et dans le rapport final, il y a toute une série de sources qui sont identifiées, qui peuvent être sollicitées. Mais encore une fois, ça va être à la MRC de faire ce travail-là en tenant compte donc de l'ensemble des contraintes de situation, comme par exemple l'obligation de densifier, les possibilités de revenus régionaux et tout ça, bon, les limites des budgets des uns et des autres. Et en disant, ben, à ce comité, ben, peut-être que vous pourrez vous poser la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de se doter d'un plan d'adaptation régional? Mais ça sera au comité lui-même de porter cette question-là, puis d'essayer d'y répondre. On a donc, pour faire le résumé de nos recommandations relatives à la gouvernance de l'adaptation aux changements globaux, on a dit ce qu'il nous faut, c'est la création d'un comité de consultation et de suivi qui va représenter, donc bien sûr, un facteur de résilience parce que consultation et suivi, donc on pourrait dire veille aussi, donc qui garde les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, dans l'objectif de favoriser la soutenabilité des diverses pratiques sociales concernées. Et quel est le mandat de ce comité? Donc, de prendre en compte la planification et l'intervention, tant préventive qu'aux besoins curatifs, en matière d'adaptation aux changements globaux. Donc, à la fois les changements climatiques et d'autres types de bouleversements actuels ou possibles, parce qu'il y a des choses qui sont très connectées, mais qui en même temps peuvent se présenter comme différentes que juste les changements climatiques. Si par exemple vous avez une infestation d'outardes incommensurables, bon, à première vue, ça ne se présentera pas comme le changement climatique, ça va se présenter comme une bande d'outardes. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, juste revenir brièvement, Isabelle, à l'autre avant, s'il te plaît, je ne suis pas sûr que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Donc, qui sont les responsables? C'est un point important. Les responsables de ça, c'est les deux responsables des deux comités, aménagement et soutenabilité, qui devraient être dans ce comité. Et il devrait y avoir un ou une responsable par secteur de pratique significative. Nous autres, on en avait 5. Évidemment, si la MRC, dans 1 an, 2 ans, dit nous, il y a un nouveau secteur, je ne sais pas quoi, une grappe industrielle, puis on veut les prendre en compte, bien, il pourra l'intégrer. Ce n'est pas un modèle figé dans le béton, mais ça donne une idée pour garder quand même ce contact avec les secteurs. Et bien sûr, pas oublier de garder le lien avec les ministères concernés. Ça, c'est sûr que c'est un mandat qui est important. Merci. Donc, alors là, on pourra voir plus avant les détails de ça. Bientôt, Isabelle va reprendre la parole. On a, dans le fond, eu des résultats par secteur. Donc, chacun des secteurs, il y a eu des résultats. Et il y a aussi des résultats en fin d'année de Track 2 qui ont été présentés. Donc, on a fait des tableaux de forces, faiblesses, menaces et opportunités pour chacun des secteurs. Une liste de recommandations pour chacun des secteurs. On a dit aussi
les raisons du choix de la recommandation, quels sont les obstacles, comment on peut solutionner ces obstacles et comment on pourrait les financer. On a essayé de faire ça systématiquement pour l'ensemble des secteurs. Et donc, ça a été pareil au niveau des cafés climat. On s'est retrouvé avec des résultats là aussi des perceptions climatiques, une analyse des anéas et vulnérabilités dont on est capable de faire le bilan, la somme, la liste. Et même chose au niveau des mesures d'adaptation, toutes les mesures d'adaptation qui ont été discutées et quelles sont celles qui ont été priorisées, et tout ça par catégorie et sous forme de tableau de synthèse. Donc, ça fait partie des résultats de notre recherche. Et les recommandations d'adaptation, ben là, effectivement, on en a un certain nombre qui sont sortis au début, qui ont été retravaillés avec la track 2 notamment, et ça a permis de proposer un certain nombre d'orientations et de propositions pour le nouveau schéma d'aménagement et développement du territoire qui est en cours de travail au niveau de la MRC, et encore une fois avec les différents volets. Et après ça, on se retrouve bien sûr avec nos fiches vulgarisées. Je pense que c'est peut-être au tour d'Isabelle d'enchaîner là-dessus, là, si je ne me trompe pas. Absolument. Absolument. Donc, on est arrivé à un certain nombre de recommandations, là, comme nous l'expliquait Alain, par secteur. Donc, le secteur agricole, par exemple, favoriser des pratiques de protection des sols, des cultures et des animaux d'élevage, ou encore municipal, comme justement cartographier, mettre en valeur un plan de protection intégré des milieux humides. On voit très bien santé, services sociaux, donc quand même une catégorie importante, hein, offrir des formations d'aide psychologique de première ligne aux bénévoles, des réserves médicales lors de sinistres pour accompagner les victimes, et ça sur le moyen et le long terme. En sécurité publique, par exemple, carrément créer un poste de sécurité publique couvrant l'ensemble de la MRC, parce qu'on s'est rendu compte que certaines municipalités partagent certains équipements, donc ce serait important d'avoir quelqu'un qui puisse travailler au niveau plus régional. Pour le tourisme, par exemple, créer un fonds gouvernemental pour soutenir les organismes touristiques dont les activités dépendent de la météo, parce qu'on se rend compte, par exemple, avec les stations de ski, hein, et puis les changements climatiques, il peut y avoir certains enjeux pour la continuité des affaires de ces organismes touristiques. Donc, on a quand même réussi à avoir un certain nombre de recommandations, ces recommandations qui ensuite ont été triées selon les 5 propositions d'orientation du nouveau schéma d'aménagement de Memphremagog. Donc, c'est vraiment ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on s'est vraiment plié à cet exercice, enfin prêté plutôt à cet exercice, qui nous a permis, si vous allez regarder nos fiches, de montrer que telle recommandation va s'insérer dans l'orientation 1 qui, par exemple, est assurer la préservation, la valorisation de l'environnement et les milieux naturels, ou une autre très importante à Memphremagog, l'orientation 4, reconnaître le rôle du patrimoine, de la culture dans le développement de la MRC, en favoriser la mise en valeur. Et justement, je vous présente je vous présenterai tout à l'heure la fiche de Lise Balzac qui, justement, est en lien direct avec la recommandation et puis donc force, faiblesse et jusqu'au financement. Donc, vous voyez aussi l'effort qu'on a fait tout au long du projet d'assurer que la matière qu'on a construite, les données qu'on a construites étaient vraiment adaptées finalement et se sont co-construites petit à petit avec les besoins et pour trouver des solutions vraiment adaptées à l'outil, là, au schéma. Alain, c'est à ton tour. Oui, alors brièvement, parce que les minutes passent, en fait, dans nos résultats, ce qui est très important, on n'a pas beaucoup souligné cela. Isabelle, voudrais-tu changer la diapo, s'il te plaît? Donc, dans ce contexte où on a voulu développer les liens de communication avec la MRC, et bien sûr, une des choses qui nous a été demandée, c'est de nous faire des espèces de synthèses courtes et utilisables des résultats, parce que nous, bon, on a souvent eu des étudiants, bien sûr, chacun d'entre nous, on avait des étudiants à la maîtrise produit des mémoires, bon, dans une MRC avec 12 mémoires, puis c'est pas nécessairement utilisable. Donc, on a dit, on va faire des fiches synthèses, donc des courts documents qui vont ramasser l'information pour faciliter les choses. Et je vais demander à Isabelle peut-être d'enchaîner carrément avec les fiches. Donc, pour la question des financements, ben voilà, tous les programmes qu'on connaît, on pourra y revenir éventuellement. Oui, tout à fait. Puis justement, c'est quand même été un des atouts du projet, de pas seulement y aller dans des recommandations, mais aussi
aller dans, on a telle recommandation et voilà les programmes et voilà où vous allez pouvoir aller trouver du financement. Donc, vous voyez un certain nombre de fiches, donc fiches portant sur les résultats du projet. Si vous allez sur le site web, il y a d'autres fiches qui portent aussi sur les travaux des nombreux étudiants qui ont participé à cette recherche. Et donc, pour ces fiches, là, je vous présente un exemple avec patrimoine, adaptation, changement climatique, portrait de la MRC, donc fait par Lise Valzac, qui est doctorante à l'Université de Montréal. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir les forces, opportunités, faiblesses, menaces, et puis ensuite des recommandations. C'est un nombre de recommandations très précises vis-à-vis de cet enjeu qui est vraiment fondamental dans cette MRC, puisqu'on sait à quel point le cadre bâti et paysager est mis en valeur. Autre fiche présentée et créée par Sarah Dubord-Fortin, qui, elle, était à la maîtrise avec Alain au niveau de l'Université de Sherbrooke. Et là, c'est vraiment le secteur de la santé, des services sociaux en bref, avec résultats, activités réalistes et recommandations. Et puis encore, ce qui est très intéressant, si vous allez dans la fiche, c'est qu'elle fait le lien avec les orientations du schéma. Donc, c'est vraiment de l'information qui est directement liée non seulement aux enjeux locaux, mais aussi à la réglementation, aux outils de réglementation qui sont utiles localement. Donc ça, c'est quand même plus facile et c'est quand même très intéressant de voir comment on a réussi à vulgariser l'information et la rendre totalement utile. Autre façon, et là, je vais laisser aller en parler parce que c'est vraiment son idée, sa création, donc la création d'un site Internet. Oui, alors, ce qu'on a déposé sur ce site, c'est à la fois donc les documents d'orientation de la recherche, le rapport final, les membres de l'équipe, l'ensemble des fiches synthèse du projet. D'ailleurs, ce site est accessible, hein, adaptationmemfree.ca, vous pouvez aller visiter. Vous allez trouver là les publications, les présentations PowerPoint du projet, les différents mémoires et essais qui ont été déposés à date, parce qu'il y en a encore d'autres qui sont en cours de complétion, notamment 2 de mes étudiants un peu retardataires qui vont déposer bientôt leur mémoire. Donc, ça va se retrouver sur le site de la MRC. Donc, ça permet et il y a la possibilité de forum aussi. Donc, si plus tard, nous, on s'est montré bien ouvert, Isabelle et moi, à ça, si la MRC veut nous solliciter pour une interface avec des utilisateurs ou des gens du milieu, ça nous fera plaisir d'y aller. Donc, c'est fait, le cadre est déjà là. L'idée, ce qui a été convenu avec la direction de la MRC, notamment Mélanie Deshôtels, qui est notre vis-à-vis actuellement dans le projet, c'est de dire, on va rendre tout ça accessible à l'ensemble des gens qui ont participé au projet depuis le début, qui constitue quand même un nombre assez considérable de personnes, de sorte que s'ils veulent aller plus loin, revenir, ils peuvent le faire, ils peuvent s'adresser à la MRC. Mais là, comme on est en fin de projet, l'entente avec la MRC, c'est de dire maintenant, c'est vous qui prenez en charge. Donc, on leur a remis ça, c'est à eux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais c'est quand même une ressource intéressante. Pour la conclusion, je pense que c'est encore moi qui dois la faire. Donc, bien sûr, on veut une gestion proactive, anticiper les questions environnementales, axer sur les meilleures pratiques et les meilleures prises de décision au niveau local et au niveau régional. Donc, je pense que la perspective d'adaptation aujourd'hui, elle est rendue nécessaire parce que, bon, notre capacité de réduire radicalement nos GES n'est pas encore à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en attendant, lui, le système climat, il continue de se transformer. Donc, qu'on le veuille ou pas, si on veut être responsable, il faut s'assurer de faire face à la musique. On aura permis de produire de nouvelles connaissances, ça me paraît clair, à bien des niveaux, chez plein d'acteurs. On a aussi formé de la relève. Je ne sais plus combien d'étudiants qu'on a encadrés, à la fois Isabelle de son côté et moi, dans ce projet. C'est une école de formation aussi pour une relève. Et c'est une étape initiale de sensibilisation par rapport à ça, qui est à poursuivre. Ça revient maintenant aux autorités locales de voir ce qu'ils veulent faire avec tout ça. Mais ça va demander, en tous les coups, la coopération entre la MRC, les municipalités et l'ensemble des acteurs présents sur le territoire. Ça nous apparaît indispensable. Oui. Et puis pour cela, avec Alain, nous avons fait dernièrement justement une présentation au Conseil des maires et on peut voir à quel point l'ensemble des maires et qu'il y a quand même une belle collaboration entre la MRC, les maires en présence et pour justement continuer finalement, cette démarche pour aller vers une mise en œuvre. Donc ça, c'était aussi très intéressant de voir l'intérêt jusqu'au bout de l'ensemble des parties prenantes de la gouvernance.
Voilà, donc à moins d'erreur, c'était notre dernière diapo. Donc, merci de votre attention et puis on sera bien heureux d'entendre vos questions et commentaires. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Isabelle et Alain. Très bonne présentation. En fait, présentation qui fait la synthèse d'un projet aux 1000 facettes. Je pense que vous l'avez dit assez souvent, collaboration, transfert de connaissances, co-construction, formation, qui est vraiment pas négligeable, et aussi aux 1000 défis, je pense, multidisciplinarité, compréhension et langage commun, il y en a été question. Échelle de temps aussi, pas toujours identique entre les MRC, les municipalités, les chercheurs, les autres acteurs et aussi d'autres défis, bien sûr. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. On n'a pas de questions ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent se manifester et poser leurs questions directement? Ah, je vois que Anne a une question. Anne Blondelot. Oui, bonjour, merci. Très beau projet, présentation très, très intéressante. Puis je suis sûre qu'il y a plein d'outils qui ont été développés, qui vont intéresser beaucoup de personnes. J'avais une question, elle n'est pas forcément très claire, donc je m'en excuse à l'avance, mais sur l'aspect gouvernance que tu as présenté, Alain, j'ai toujours une réflexion quand on dit qu'il faut mettre en place une gouvernance pour gérer ce volet d'adaptation. J'ai toujours une question, comment on fait le lien avec les autres organes de gouvernance existants? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et à chaque fois, on a tendance à vouloir créer une gouvernance pour se pencher sur cet enjeu. Puis on voit quand même qu'il y a un certain risque de refonctionner en silo par enjeu. Moi, je pense à l'exemple d'agriculture. Je pense qu'il y a les projets agri-climat qui ont eu lieu dans la région. Je pense que pendant le projet, il y a eu des liens qui ont été faits parce qu'on s'est parlé. On a fait des liens, c'est-à-dire sur le comité agriculture, il y avait des gens qui participaient également sur Agri-Climat, puis Agri-Climat se poursuit. Donc, c'était un peu cette question-là. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez aussi cette préoccupation? Est-ce qu'elle fait du sens, cette préoccupation que j'ai? Puis quelle réflexion vous avez sur ce sujet-là? Pour ma part, merci beaucoup de la question, Anne, je la trouve très pertinente. Je pense que la dernière chose dont on a besoin, c'est de multiplier des instances qui vont devenir compétitives les unes par rapport aux autres. Et c'est justement pour ça que, notamment sur la question de l'agri-climat, nous, on a voulu être très attentifs. Donc, on avait le secteur agricole dans notre projet, mais on a établi tout de suite, au moment où c'était Alexandre Arroy, qui était notre vis-à-vis à la MRC, on a tout de suite établi des liens avec eux, voir ce qu'ils faisaient pour être sûr de ne pas refaire la même chose, de ne pas se répéter inutilement. Et dans le cadre qu'on propose, au fond, ce qu'on dit, c'est on va s'appuyer sur les ressources déjà existantes de la MRC. Au fond, c'est tout ce qu'on dit. On dit cette question de l'adaptation devrait faire partie des préoccupations de l'instance MRC elle-même. C'est 2 responsables de comité qui sont déjà en poste. On ne crée pas autre chose. Simplement, ce qu'on dit, c'est que ces personnes-là auraient intérêt à mobiliser autour d'eux une petite cellule de gens. On leur recommande un certain nombre de choses pour les accompagner dans une réflexion qui, normalement, va durer, qui ne sera pas une question de l'année prochaine, mais quelque chose qui va s'inscrire dans le temps plus longitudinal, si on peut dire. Donc, c'est ça. Et de pas... Non, effectivement, il ne faut pas multiplier les structures inutiles, on est bien d'accord, puis il faut éviter de répéter ce que les autres font. Donc, d'où aussi aller chercher les expertises de terrain. Quand, par exemple, sur la question de la santé et des services sociaux, on s'est aperçu que l'équipe estrienne concernée avait déjà plein d'analyses qui avaient été faites sur la question des zoonoses sur le territoire, sur les problèmes dans le secteur. Bon, on est reparti de là carrément. On n'a pas commencé à refaire la même chose. Donc, d'être capable de fédérer les ressources puis de rassembler les ressources dans la mesure du possible. Mais de fait, elles sont un peu éparpillées, les ressources. Fait qu'il faut quand même qu'on, de temps en temps, puis on pense que c'est la fonction d'une instance comme la MRC que d'être la rassembleuse de ces différentes ressources. En fait, ça serait
Oui, puis si je peux apporter un point aussi, c'est justement la grande force là, du projet, comme vous pouvez le voir, c'est de multiplier et d'avoir de manière complémentaire différents types d'outils pour aider finalement ces différentes parties prenantes à s'impliquer, à partager leurs différents enjeux qui parfois sont sectoriels, mais qui finalement parfois aussi peuvent être répondus de manière transversale. Et donc c'est par cette multiplicité d'outils, tant les cafés climat que les tables régionales, où là on avait même la Croix-Rouge, où on avait des agriculteurs, etc. Et donc ça leur a permis aussi d'aller réfléchir, eux, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais de manière sur l'ensemble de la MRC. Et puis après, évidemment, ce qu'il faut aussi, c'est de s'assurer de bien voir quelles sont les responsabilités, parce qu'il y a des responsabilités au niveau des MRC, des responsabilités au niveau des municipalités. Forcément, dans les stratégies, ça aussi, chacun va aller ensuite avec son bâton de pèlerin travailler sur son territoire selon le cadre qu'il peut et sur lequel il doit travailler en fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres mains levées. Moi, j'en aurais peut-être une autre. S'il y avait un élément du projet que vous feriez peut-être différemment pour que le projet soit encore plus pertinent, plus utile pour la MRC, quel serait-il? Ben, moi, je peux répondre, peut-être Isabelle complétera sans doute. De mon côté, l'affaire, c'est qu'on a eu beaucoup de dossiers. Tu l'as mentionné tout à l'heure, les problèmes de temporalité de professeurs et professeurs qui encadreront des étudiants dans des processus de diplomation. Et donc, souvent, les gens menaient des travaux, mais qui après devaient être validés d'un point de vue académique. Donc, en termes de rétroaction rapide avec les gens de la MRC, des fois, il y avait des délais de notre côté, je l'admets. Et on a créé le fameux site web en 4e année. Mais moi, s'il y avait quelque chose à refaire, je mettrais tout de suite en 2e année sur place ce site, quitte à ce qu'il soit moins peuplé, moins bien équipé et tout ça, pour assez rapidement pouvoir mobiliser des interactions de suivi par rapport à certains documents qu'on aurait déposés. Là, c'est que entre la production des outils servant à nos différentes activités et puis après la production des documents académiques finaux qui sont reconnus, validés par l'institution, il y avait un délai. Et donc, dans la mesure où on est engagé dans la supervision comme professionnel de l'enseignement et de la recherche, Isabelle et moi, on est des professeurs. Là. Fait qu'il faut qu'on ait encore des étudiants. C'est ça notre première tâche. Donc, il y a ça. Mais en même temps, c'est sûr que si on avait pu avoir une ressource dès le début dans la recherche à qui on aurait dit, toi, ton mandat, c'est d'être capable de faire du rapide, de rétroaction rapide, et on va te confier la tâche de faire le site web rapidement pour être capable tout de suite d'avoir des rétroactions. Ça aurait été, je pense franchement, ça aurait été une amélioration. Puis c'est ce que je recommanderais. Si jamais on avait à le refaire une autre fois, ben, je pense qu'il faudrait se le donner comme tâche, là. Absolument. Puis juste pour aller un petit peu plus loin, parce que là, on le voit bien, là, on est arrivé, on est content, on a notre rapport, il y a les fiches, mais finalement, ce que je me dis, c'est que, comme dit Alain, on a des étudiants qui ont fait des travaux vraiment excellents, et puis ensuite qu'on diplômés, qui sont partis de l'équipe, d'autres sont arrivés. Et ce qui aurait été intéressant, c'est que les fiches, plutôt que de les faire à la fin, qu'on les fasse petit à petit, puis qu'on les présente, en fait, mais quand même que cette relève ait la chance de les présenter à l'MRC, puis il y aurait eu peut-être une interaction plus itérative sur le long terme, plutôt que d'avoir à la fin énormément d'informations, somme toute très profitables, très intéressantes, et puis qui doivent se l'approprier. Donc ça, je pense que dans le futur, ce sera des éléments qu'on va juste améliorer. Donc, mais au moins, elles ont été faites, mais c'est qu'elles ont été faites un petit peu à la fin du projet, en fait, alors qu'elles peuvent être faites chemin faisant. Tout à fait, et je vais renchérir à nouveau sur l'idée d'Isabelle sur ce point, c'est que si on regarde la chronologie du projet, l'idée même des fiches synthèse à donner à la MRC, c'est ressorti à partir du moment où Mélanie Deshôtels était devenue responsable, qui avait donc remplacé Alexandra Roy, qui était là au début. Donc, on a eu un changement d'acteurs aussi dans le projet. Il y a certains personnels comme ça qui sont entrés, qui sont sortis, et à chaque coup, il faut que tu recommences. Il faut que tu réexpliques tout le truc. Bon.
Et bon, alors, quand Mélanie est arrivée, à un moment donné, quand elle a vu la masse de travail qu'on produisait, elle a dit, ben là, ça serait peut-être intéressant d'arriver avec des petits documents. Mais là, on était rendu à l'année 3 du projet, là. Merci beaucoup. Puis en fait, je pense que c'est peut-être bon pour votre projet, c'est bon pour un projet qui voudrait refaire la même chose, mais je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres projets qui ne sont pas nécessairement faits avec des MRC, mais je pense que cette idée de produire des peut-être plus petits livrables, mais plus souvent pour avoir de la rétroaction, dans certains cas, ce serait peut-être effectivement très utile. Bien, merci encore pour vos présentations. Et puis aussi, C'était super. Oui, excuse-moi de te couper, mais merci Nathalie, parce que tu es quand même une ressource fondamentale aussi dans la réussite de ce projet. Donc, il faut bien reconnaître que là, on avait des joueurs très, très inspirants, que ce soit au niveau de l'MRC, que ce soit au niveau d'Oranos. Donc, ça fait aussi la réussite. Ça, c'est clair. Et je partage tout à fait les remerciements à Nathalie qui a été indéfectible dans son soutien tout le long, mais aussi le comité de supervision. Comme on disait, il y a eu du monde là-dedans. Yona, Michael, Nicolas. Qui ont été présents, qui nous ont servi un petit peu de boîte de résonance, de caisse de résonance, puis qui nous ont permis des fois de distancier un peu par rapport à ce qui se passait. C'était vraiment utile et précieux. Ben, merci encore. Merci pour les compliments. Merci encore, je les prends. Donc, peut-être juste vous mentionner que, bon, en fait, il s'agissait des derniers webinaires pour la session. Les webinaires vont reprendre en septembre. Donc, sur ce, je vous souhaite un bel été. Profitez-en pour vous reposer, pour voir les parents, les amis, bien sûr, selon les consignes de la sécurité publique, pour vous amuser. Collectivement, je pense qu'on l'a bien mérité. Donc, à bientôt tout le monde. Merci.